Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du D'une sujet. manière ou d'une autre, l'entretien d'une voiture n'est pas une activité économique. Le heureux propriétaire d'une voiture neuve sera certainement confronté à une situation financière difficile pendant longtemps. Si la voiture n'est pas neuve, les dépenses annuelles pour sa réparation seront également assez importantes. N'oublions pas les frais de carburant, d'entretien, d'assurance annuelle et de stationnement. Ainsi, la majorité absolue des conducteurs perçoivent la taxe sur les transports de manière ouvertement négative. Bien que les députés de la Douma d'État et les membres du gouvernement ne se lassent pas de promettre d'annuler ces prélèvements, en transférant une partie du coût de la taxe de transport sur le prix de l'essence sous la forme d'une augmentation des droits d'accise, la cire est toujours là. Plus précisément, les accises ne cessent d'augmenter avec le prix du carburant, mais la taxe sur les transports n'a pas bougé. Existe-t-il des moyens légaux de ne pas payer cet impôt forcé prélevé par l'État? Essayons de comprendre cette question. Qu'est-ce que la taxe sur les transports? La taxe de transport est un type de taxe régionale que les propriétaires de certaines catégories de véhicules doivent obligatoirement payer chaque année directement au budget local. La liste des catégories de citoyens qui sont obligés de payer la taxe de transport est énumérée dans l'article 0357 du Code des impôts de la Fédération de Russie. Ce document stipule que les personnes assujetties au paiement de la taxe sont les résidents de la Fédération de Russie, au nom desquels les véhicules à moteur imposable sont immatriculés. Ces véhicules sont considérés comme étant les voitures de tourisme, les véhicules à moteur, les autobus, les camions, les hélicoptères, avions, machines automotrices, jet ski, bateaux à moteur bateau, autres véhicules terrestres, aériens ou aquatiques. La particularité de ce type d'impôt est son orientation régionale. Le contribuable qui possède un objet imposable est tenu de le verser au budget local. La base de paiement de la taxe de transport est un avis d'imposition, qui est envoyé par l'autorité fiscale au propriétaire du véhicule. Depuis 2016, la date limite de paiement de la taxe de transport est le 1er décembre, auparavant, il était nécessaire de payer la taxe 2 mois plus tôt, c'est-à-dire avant le 1er octobre. Cela signifie que pour 2017, la taxe de transport, calculée sur la base des tarifs en vigueur au cours de l'année de déclaration, doit être payée au plus tard le 1er décembre 2018. L'avis est envoyé uniquement par courrier recommandé et le destinataire doit signer pour le recevoir. Le dernier délai pour l'envoi de l'avis est d'au moins 30 jours avant la date limite de paiement, et si le service fédéral des contributions n'a pas eu le temps de le faire pour une raison ou une autre, l'absence d'avis, ou plutôt votre signature à sa réception, est le seul moyen légal de ne pas payer la taxe de transport. Et si, l'année prochaine, vous recevez un document avec un double montant de taxe de transport, vous pourrez contester cette décision. Comme la taxe sur les transports est, selon la législation en vigueur, une taxe régionale, les fonds provenant de sa perception alimentent les budgets locaux. Les autorités régionales ont le droit de calculer et d'approuver de manière indépendante les taux d'imposition basés sur la puissance de l'unité motrice, la catégorie du véhicule, de la capacité du véhicule, de l'année de fabrication du véhicule. En même temps, c'est le premier point qui contribue le plus à la valeur finale de la taxe sur les transports. Plus la voiture est puissante, plus son propriétaire devra débourser d'argent. Il est tout à fait naturel que la plupart des propriétaires de voitures s'intéressent à la question de savoir à quoi servent ces fonds. Hélas, même le Code des impôts n'est pas en mesure de répondre à cette simple question. La définition donnée par les juristes est extrêmement laconique, il s'agit d'un paiement directement lié à la propriété du véhicule. La loi de la Fédération de Russie sur les fonds routiers est un peu plus précise. Ce document stipule que le produit de la taxe est utilisé pour former des programmes cibles de fonds routiers territoriaux. Il est convenu que la formulation est extrêmement vague. Elle est généralement interprétée comme suit: il s'agit de l'argent utilisé pour l'entretien des routes dans la ville où vit le contribuable. Malheureusement, l'état des autoroutes montre que soit la taxe sur les transports n'est pas assez importante, ce qui a peu de chances d'être accepté par au moins un automobiliste, soit ces fonds ne sont pas utilisés aux fins prévues, ce qui est beaucoup plus probable. Et comme c'est le cas, les contribuables n'ont aucune envie de jeter l'argent par les fenêtres. Mais existe-t-il un moyen de ne pas payer légalement la taxe? Bien sûr, en ce qui concerne cette taxe, ainsi que toutes les autres taxes, il existe des exceptions,
une liste de catégories privilégiées de citoyens qui sont exemptés du paiement de la taxe sur les transports. La décision sur le type spécifique de la liste des catégories privilégiées est prise au niveau régional, de sorte que dans les différentes entités constitutives de la Fédération de Russie, elle peut différer sensiblement. Une liste type comprend les catégories de personnes suivantes: les vétérans de la Grande Guerre patriotique parents ayant beaucoup d'enfants, les héros de la Russie URSS de Touran, les participants aux opérations militaires invalides, les liquidateurs de l'accident de Tchernobyl, les tuteurs parents d'enfants handicapés. Lire aussi, faut-il relever les essuie-glaces des voitures en hiver? Parmi ces catégories, il y a celles qui sont obligatoires pour toutes les régions. Vous ne pouvez légalement éviter de payer l'impôt sur le revenu imposable que si vous relevez de la liste des exemptions fiscales en vigueur dans votre région. Vous pouvez vérifier cette liste auprès de votre inspection fiscale locale. Dans ce cas, vous devez présenter au service des impôts de votre lieu de résidence un document confirmant que vous avez droit à l'exonération en question. Voyons plus en détail quelles sont les catégories de personnes et les motifs d'exonération de la taxe sur les transports. Les retraités selon la législation fédérale, les retraités qui ont pris leur retraite en raison de leur âge, d'une invalidité ou de la perte de leur soutien de famille et qui possèdent un véhicule immatriculé à leur nom sont des contribuables légaux. Mais la question de savoir si les retraités paient la taxe de transport dépend des autorités régionales. Elles ont le droit de déterminer de manière indépendante qui doit payer la taxe de transport et qui doit en être exempté. Et elles utilisent ce droit de manière très différente. Il y a des sujets de la Fédération de Russie où les détenteurs de certificats de pension paient la taxe de transport dans son intégralité et, dans certaines régions, sont complètement exemptés de cette taxe. Dans d'autres, ce privilège n'est accordé qu'à certaines catégories de véhicules, en raison de particularités locales en matière de communication dans le domaine des transports. Par exemple, dans la région de Leningrad, les retraités qui possèdent un véhicule nautique ne doivent pas s'inquiéter d'une augmentation du coût de son entretien, du moins du montant de la taxe de transport. En Sibérie et dans le nord de l'Europe, les retraités ont droit à une allocation de retraite pour les motoneiges et autres véhicules autopropulsés de faible puissance, y compris les véhicules à chenilles. Pour demander cette allocation, si vous y avez légalement droit, vous pouvez vous renseigner auprès de l'antenne locale de l'inspection des impôts. Vous devez fournir, outre votre passeport et votre PU, le certificat d'immatriculation du véhicule, confirmant que vous en êtes le propriétaire. Personnes handicapées ici aussi, tout dépend de l'initiative des législateurs locaux. Par exemple, dans un certain nombre de domaines, les personnes handicapées appartenant au deuxième groupe sont totalement exemptées de l'obligation de payer la taxe sur leur propre transport au budget local. Toutefois, ces avantages peuvent être accordés sous un certain nombre de conditions qui limitent considérablement l'applicabilité d'une telle disposition de la loi. La personne handicapée doit disposer d'un véhicule attribué par les autorités de protection sociale ou acheté avec leur soutien direct. Le véhicule appartenant à la personne handicapée doit être équipé en fonction de ses limitations de santé. La puissance du véhicule ne doit pas dépasser 100 chevaux à Moscou. Cette norme est 2 fois plus élevée. Dans certaines régions, l'avantage est accordé sous la forme d'une réduction, et son montant peut varier dans des limites très larges. En ce qui concerne les handicapés du premier groupe, l'absence d'avantage pour le paiement de la taxe de transport parmi cette catégorie de population est une exception. Dans 2 régions seulement, ils paieront la taxe de transport pour des raisons générales. Pour les personnes handicapées du troisième groupe, c'est l'inverse. Pratiquement nulle part elles ne bénéficient d'avantages législatifs locaux. Le nombre de sujets de la Fédération de Russie où cette norme est valable est minime, et l'importance de la réduction est également très faible. Le maximum est encore valable à Moscou et s'élève à 50%. Héros. Les détenteurs de titres officiels de héros de la Fédération de Russie et de l'Union soviétique, ainsi que les détenteurs de l'Ordre de la Gloire dans de nombreuses villes font partie des contribuables privilégiés du transport, mais cette norme ne s'applique qu'aux voitures particulières. Les titulaires d'autres distinctions d'État ne bénéficient pas partout des mêmes privilèges. La même catégorie peut être attribuée sous condition aux vétérans d'opérations militaires, pour lesquels cet avantage s'applique également. Dans un certain nombre de domaines fonctionnaires, le bénéfice du paiement de la TN peut s'appliquer aux voitures de service utilisées par les employés des entreprises d'État spécialisées dans la réparation et la restauration des travaux routiers sur les routes d'importance fédérale et municipale. Lire aussi,
Que faire lorsque la batterie commence à bouillir lors du chargement de la batterie? Exonération du paiement de la taxe en cas de vol de voiture. Il est tout à fait logique que si vous avez volé un véhicule, il n'est pas normal de payer la taxe sur celui-ci. C'est pourquoi cette norme s'applique réellement à cette catégorie de propriétaires de voitures, bien qu'elle soit valable temporairement, jusqu'à ce que la voiture soit retrouvée et restituée à son propriétaire légitime. Toutefois, pour officialiser un tel avantage, il faut faire des efforts. Il est très important de rédiger, en toute légalité, tous les documents pour lesquels vous devez vous adresser à l'antenne locale de la police de la circulation, qui délivrera un certificat confirmant que la voiture appartenant au citoyen a été volée et que l'affaire fait l'objet d'une enquête. Il s'agit là d'un autre moyen légal d'éviter de payer la taxe de transport. Malheureusement, il est peu probable que vous trouviez quelqu'un prêt à l'utiliser de sa propre initiative. Documents requis pour bénéficier de l'avantage. Les personnes légalement autorisées à bénéficier d'une prestation doivent préparer et soumettre à l'administration fiscale un ensemble standard de documents, complété par les documents qui confirment le droit du citoyen à bénéficier d'une prestation particulière. Le dossier standard comprend passeport d'un résident de la Fédération de Russie, original plus copie. TIN. Certificat d'enregistrement et PTS. Le document préférentiel est différent pour chaque cas. Pour les familles nombreuses, il s'agit du certificat pertinent délivré par les autorités des services sociaux. Pour les personnes handicapées, un certificat médical de l'échantillon approuvé délivré par la polyclinique locale. Pour les retraités, un certificat de pension. Pour les liquidateurs, un certificat valide du participant à la liquidation des conséquences, etc. Il convient de noter que le privilège sur le TN ne s'applique qu'aux propriétaires d'un véhicule à moteur, bien qu'il puisse être conduit par d'autres personnes. Strictement parlant, la présence d'un permis de conduire n'est pas une condition préalable à l'obtention des préférences. Procédure d'obtention de l'avantage. Si l'ensemble des documents est prêt, il doit être soumis à l'autorité fiscale locale, ou le demandeur d'exonération du droit de transport rédige une demande demandant que l'exonération soit accordée sur la base de motifs juridiques, en les spécifiant. Un modèle de cette demande est disponible sur le stand d'information de n'importe quelle succursale du service fédéral des impôts. Si les documents présentés ne font l'objet d'aucune réclamation, l'administration fiscale est tenue d'accepter et d'examiner la demande dans un délai de 10 jours ouvrables et d'informer le demandeur du résultat. Si le demandeur n'est pas en mesure de se rendre en personne au bureau des impôts, par exemple, pour des raisons de santé ou en raison d'un long voyage d'affaires, il peut le faire par l'intermédiaire de son représentant sur la base d'une procuration notariée. Le représentant a le droit de signer tous les documents relatifs à la demande du requérant. Il est souhaitable de rédiger une demande en 2 exemplaires, dont l'un reste avec le contribuable. Cela est nécessaire pour pouvoir présenter une réclamation si, à l'expiration du délai prescrit, le résultat de l'examen de la demande d'exonération du paiement de la taxe sur les transports présentée par le demandeur n'est pas reçu. La réclamation est envoyée aux autorités supérieures et, si le problème n'est pas résolu, il est nécessaire de le résoudre en s'adressant au tribunal. Durée du délai de grâce. Selon la législation en vigueur, l'obtention de préférences en matière de paiement de l'impôt, exonération totale ou réduction d'impôt, est à durée déterminée. La durée maximale de validité de l'avantage est de 3 ans, après quoi la procédure d'obtention devra être répétée. Si aucune circonstance n'a affecté la possibilité d'inscription sur la liste des bénéficiaires, la prolongation de la prestation peut être effectuée un nombre illimité de fois. La fin de sa validité est autorisée dans les cas suivants: le propriétaire du véhicule a changé à la suite de sa vente ou de sa donation. Le véhicule est tellement usé qu'il ne peut plus remplir ses fonctions même s'il est révisé. La voiture a été perdue, mise à la casse. Toutes ces circonstances doivent être signalées à temps à l'administration fiscale. Vous ne devez pas tarder à introduire une telle demande, car votre action peut être considérée comme une tentative de fraude à l'égard de l'État. Notez qu'en cas de vente de la voiture, si le nouveau propriétaire appartient également à la catégorie des personnes ayant droit à l'exonération du droit de transport, il doit suivre la procédure d'obtention de l'avantage selon l'algorithme donné ci-dessus.